Allez, c'est parti. Bon, bienvenue à ce nouveau webinaire qui s'appelle Logiciels et applications métiers, l'UX design à la rescousse. Bon, le titre est assez évocateur, vous savez a priori ce que vous allez découvrir. On espère que vous apprendrez des choses. On va se présenter avant tout. Donc, moi c'est Guillaume, je suis un des fondateurs avec Pierre qui se présentera à son tour d'Impact Positif. Donc, Impact Positif, c'est une structure qui est spécialisée en UX design, donc expérience utilisateur. On reviendra sur ce terme tout au long du webinaire, et donc qui est basé dans le Grand Est et qui intervient un peu partout en France, aussi bien sur des missions de design numérique que du design de service. Et plus récemment, on a ajouté à notre portefeuille d'action le design organisationnel. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on pourra en revenir dessus par la suite. Pierre, je te laisse te présenter peut-être. Voilà, Pierre, un des cofondateurs avec Guillaume et un troisième larron qui est au milieu de la photo, qui s'appelle Philippe, de Impact Positif. Donc moi, je viens plutôt du milieu du web. Et il y a quelques années, j'ai découvert l'UX design et au lieu de recevoir un cahier des charges pour travailler sur un site web, alors on s'est dit, tiens, on va aller questionner les utilisateurs finaux avant de commencer à faire des maquettes graphiques très jolies. Et en fait, ça amène toute une autre réflexion, d'autres manières de fonctionner. Et voilà, donc la découverte en fait de cette démarche qu'on va un petit peu vous présenter aujourd'hui, qui consiste à comprendre et à concevoir des choses qui répondent aux besoins. Donc, tu as commencé à exprimer le pourquoi on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du design, on va parler de projets menés par des UX design, de conception d'interface, avec une approche différente d'une approche classique. Et, euh, et on va donc vous expliquer d'où vient ce webinaire, pourquoi on a eu envie de parler spécifiquement de ce webinaire. En fait, on a des clients ou des partenaires qui sont des éditeurs de logiciels, qui sont des agences ou autres, qui travaillent sur des logiciels ou des applications métiers. Donc, applications métiers, ça peut être sur mobile, mais aussi applications desktop, enfin, applications web, qui s'adressent à des professionnels, enfin, des gens, pas forcément le grand public. En discutant avec eux, on se rend compte qu'il y a des problèmes qui sont récurrents, qui arrivent voilà, très très souvent. Notamment le fait que quand ils passent d'une version à l'autre, donc par exemple d'un MVP à un POC ou d'un POC à une V1 ou d'une V1 à une V2, euh, ils ont des choix à faire et quand ils font des choix, des fois ils développent des choses où ils font des nouvelles fonctionnalités, des évolutions qui répondent à aucun besoin, qui ne sont pas pertinentes. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Euh, Également, quand on a des nouvelles versions qui arrivent, quand on fait évoluer un logiciel, surtout quand il est assez ancien, voilà, on ne fait pas forcément tout évoluer, et puis plus le logiciel est disponible et touche des utilisateurs, plus on peut avoir des retours clients qui sont potentiellement mauvais. Euh, le fait d'avoir des évolutions non pertinentes, le fait de devoir encore rechoisir, changer les choses, reprioriser, ça fait que finalement les cycles de développement sont plus longs parce que on va commencer avec quelque chose, on va devoir changer en cours de route, on va devoir adapter. Donc voilà, il y a des cycles de développement qui sont plus longs finalement que dans d'autres cas. Ensuite, on a aussi, évidemment, plus on a un logiciel qui évolue, plus on fait des fois on a des problèmes au niveau de l'interface, au niveau de l'ergonomie de l'interface, ce qui fait que les besoins en support et en maintenance sont de plus en plus élevés. On va avoir des appels des clients qui ne trouvent pas telle chose ou qui n'arrivent pas à faire telle action. On va devoir modifier des choses, les transformer, faire plus de maintenance. Et donc voilà, tout ça, c'est des problématiques assez récurrentes qui sont donc évitables. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et finalement, ces problématiques internes vont aussi se ressentir sur les utilisateurs finaux. Je pense que vous avez déjà vu ou utilisé ce genre de rodateur. On pressent des problèmes d'interface et qui se justifient par une non prise en compte des utilisateurs à certains moments. Et on va se retrouver, alors ce n'est pas le cas de cet outil, mais face à des interfaces qui sont jugées par les utilisateurs inutiles, qui n'ont pas de sens par rapport à leurs besoins, qui sont inefficientes, non fonctionnelles, qui ne permettent pas à l'utilisateur d'arriver à ses fins.
voire repoussante. Donc là, on va parler de l'aspect graphique de l'interface ou de son ancienneté, on va dire, le fait qu'elle ne soit pas à la page. Une interface qui va générer des erreurs, donc une succession de bugs qui vont énerver, stresser l'utilisateur et finalement qui vont faire que cette interface ou cet outil est difficile à prendre en main. Donc les répercussions se ressentent directement sur l'utilisateur final. Alors on a décidé d'appeler notre webinaire UX Design à la rescousse pour venir en aide à tous ces utilisateurs frustrés, pour répondre à toutes ces problématiques. Alors maintenant, pourquoi UX Design? On voulait repartir donc, de ces termes pour un petit peu réexpliquer ce que notre quotidien. Donc le U pour utilisateur, un UX designer entend par utilisateur toute personne qui va être impliquée ou impactée par une interface ou par la réalisation d'une interface. Donc, on va prendre en compte l'ensemble de ces personnes pour la réalisation de l'interface. Le X pour expérience. Donc, souvent, on entend expérience en tant que UX designer par parcours vécu par l'utilisateur. Parcours vécu par l'utilisateur face à l'interface. Toutes les interactions qu'il va avoir avec l'interface, en fait, toutes les étapes par lesquelles il va passer, les ressentis qu'il va avoir, tout ça, c'est l'expérience qu'il va vivre. Et enfin, le design. Alors, le design, on l'entend aussi bien sous l'aspect conception, puisque finalement, l'objectif d'un UX designer sur un projet d'interface, ça va tout de même être de concevoir l'interface, d'aller jusqu'à potentiellement la maquette, au prototype, mais aussi le terme design au niveau systémique, donc la prise en compte de tous les enjeux du projet dans la réalisation de l'outil. Donc, UX Design à la rescousse, et on va vous en dire un petit peu plus et notamment vous présenter quelques méthodes. Alors, finalement, avant ça, l'UX Design, c'est et c'est pas un petit jeu. Alors, l'UX Design, c'est pour nous, c'est notre qualification, c'est le fait de valider des choix auprès des utilisateurs. C'est donc de concevoir progressivement des solutions, des outils, de les tester, de les mettre dans la main d'utilisateurs finaux pour voir comment ils s'en imprègnent et quelles interactions ils vont avoir avec et quels sentiments ces interfaces vont générer pour eux. C'est aussi faire travailler ensemble les équipes. C'est mettre autour d'une même table, autour d'un même projet, les personnes qui vont avoir à traiter de ce projet, qui vont être impactées, je l'ai déjà dit avant, par ce projet. Donc aussi bien les services techniques, les développeurs, que les designers, les services support, que les utilisateurs finaux finalement. Et le rôle du designer, ça va être aussi d'animer ce groupe de travail pour le faire progresser vers une interface utile, utilisable et élégante. Et enfin, c'est aussi une qualification du problème. Un UX designer ne va pas simplement concevoir un outil selon une demande, il va aussi réfléchir à requalifier le problème, comprendre les tenants et les aboutissants, les liens que peut entretenir une interface avec d'autres interfaces ou d'autres outils existants. Et du coup, vraiment comprendre comment bien répondre à un problème. Donc, c'est déjà redéfinir le problème. Et pour ça, il y a beaucoup de malentendus par rapport à l'UX design qu'on voulait rapidement juste corriger. Il y a le principe, si tu peux afficher la suite, de la formule magique. Souvent, l'UX designer, il est vu comme celui qui va intervenir en bout de chaîne, en arrivant et en pouvant changer quelque chose qui existe déjà, en le rendant agréable, ergonomique, sympathique, super efficace. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de magie. En fait, l'idée, c'est vraiment d'un travail plutôt à faire en amont, où il y a une phase de vraie recherche, de compréhension du besoin, des enjeux, et de travail collaboratif de conception qui permet vraiment de bout en bout de répondre à un vrai besoin. C'est ça l'objectif, de trouver une solution qui répond à un vrai besoin. C'est pas non plus souvent, on entend UX design, ça arrive qu'on l'entende par voilà, une couche de peinture qui va rendre ça joli, élégant, voilà, sexy, qu'est-ce qu'on a déjà entendu, voilà, super joli. L'idée, c'est vraiment pas juste l'aspect graphique, finalement, c'est que la cerise sur le gâteau. Nous, c'est vrai qu'on travaille plus sur le gâteau, c'est-à-dire déjà, il faut que pour qu'une solution soit
propose une bonne expérience à l'utilisateur, déjà, il faut que ça soit utile. Donc, il y a le principe d'utilité, de valeur ajoutée à l'utilisateur. Il y a le principe d'utilisabilité, c'est-à-dire le fait que ce soit utilisable et ergonomique. Et la couche de glam, finalement, enfin, le côté, l'aspect graphique, c'est plutôt la dernière couche qui va lui donner envie d'y revenir, etc. Et enfin, on peut aussi percevoir les UX designers comme des coachs de design un peu qui viennent dans les entreprises faire des ateliers post-it. Alors, on utilise des ateliers, on utilise des post-it, mais c'est vraiment au service finalement de l'amélioration de la solution, de la conception de la solution. Et on va revenir un petit peu sur d'autres outils, autres que les post-it par la suite. C'est ça. Alors, on voulait vous présenter deux approches utilisées par les UX designers. Je te laisse présenter l'approche objective, Pierre. Ça marche. Donc voilà, deux approches. La première, c'est l'approche objective. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on a une problématique, on veut trouver une solution. Et ben, la première chose à faire, c'est de se dire, on va faire appel à des experts, une expertise métier, quelqu'un qui a un œil qui va permettre d'identifier les problématiques, etc., dans l'ergonomie des interfaces. Donc l'ergonomie des interfaces, c'est une interface utilisable par un utilisateur. Il faut que l'ergonomie, c'est le fait de rendre ça utilisable par un humain, tout simplement, adapté à l'humain, une interface. Donc, il faut une certaine pratique, une certaine connaissance technique et donc, une expertise qui est appuyée sur différentes choses qui sont objectives et un peu comme des grilles de critères, des cases à cocher finalement. Donc on a mis quelques exemples. Il y a la théorie de la Gestalt, donc la théorie de la forme en allemand, qui est apparue au début du XXe siècle et qui en fait donne des grands principes qui permettent de rendre les choses compréhensibles par le cerveau humain. Si on a des éléments qui sont proches les uns des autres, on pense qu'ils vont ensemble. Voilà, c'est un des principes de la loi de la proximité qui est du bon sens, mais qui finalement ne se retrouve pas dans toutes les interfaces. Des fois, on a des éléments qui sont très éloignés, comme sur l'exemple, là, vous voyez, il y a le LED pour entrer le mot de passe, qui est très éloigné du champ. Alors, c'est un bug d'affichage, mais le fait que ce soit tellement éloigné, ben, on ne comprend pas qu'il y a un lien entre les deux. Voilà, donc ça, c'est pour montrer une mauvaise pratique. Enfin, là, on n'a pas respecté la loi de proximité. Si on avait respecté la loi de proximité, effectivement, ce serait juste à côté. Il y a d'autres critères, il y a les heuristiques de Bastien-Scapin donc les heuristiques de Bastien-Scapin, c'est une liste de critères à respecter si on veut faire une interface qui soit compréhensible par l'utilisateur. Il y a plusieurs lois dans ces heuristiques. Il y a le fait de guider l'utilisateur, le fait de lui donner un feedback immédiat. Donc là, j'ai mis un exemple pour le feedback immédiat. C'est tout bête aussi, c'est juste de dire si l'utilisateur fait une action, en fait, il faut qu'il voit qu'il a fait cette action et qu'il ait un retour sur l'action. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur un bouton et hop, il y a une fenêtre qui s'affiche avec, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe avec le temps de chargement. Il y a en plus là le temps qui passe, il y a en plus une animation. Donc là, c'est un exemple assez extrême sur un feedback. Vraiment, je vois qu'il se passe plein de trucs et en plus, on m'explique ce qui se passe. Donc c'est très bien, mais c'est un peu extrême. Voilà. Donc les heuristiques à suivre. Et nous, on utilise aussi la grille de critères de qualité OpQuest, qui est en fait une liste de 240 règles qui, en théorie, si on les respecte, permettent d'avoir une interface de qualité pour l'utilisateur, pour l'accessibilité, pour la sécurité. Donc voilà, il y a plein de règles très spécifiques ou plus générales. Par exemple, là, l'exemple que j'ai mis, ça traite des processus complexes. Donc quand on a un processus complexe, ben, on peut revenir à l'étape précédente. Alors voilà, ça paraît très bête, mais si on ne respecte pas ça, l'utilisateur, il est dans un processus complexe, il ne peut pas revenir avant. C'est frustrant, ça peut générer des erreurs, ça peut générer un appel au support, etc. Donc voilà, ce genre de choses qui permettent de s'assurer d'avoir quelque chose de qualité. Et donc en fait, l'expert en ergonomie va analyser l'existant ou alors mettre en place, quand il va concevoir une interface, quelque chose qui respecte tous ces critères, toutes ces lois, toutes ces règles, et qui permettront de s'assurer un minimum d'utilisabilité, donc le fait que l'utilisateur final puisse vraiment utiliser de façon agréable et compréhensible et intuitive, etc., l'interface. Tu as évoqué l'utilisateur final. Il y a une seconde approche qu'on souhaitait vous présenter. Donc, en parallèle de cette approche objective, c'est l'approche subjective.
Alors, par subjective, on entend le fait qu'elle va questionner l'usage et les usages qui sont faits de l'interface auprès d'une série d'utilisateurs. On ne va pas questionner l'ensemble des utilisateurs, mais on va identifier des typologies d'utilisateurs et on va confronter l'interface ou on va étudier l'interface auprès de ces utilisateurs. Donc, pour ça, on se base à la fois sur des méthodes de recherche UX, donc de recherche auprès d'utilisateurs, qui ont aussi un lien avec la recherche sociologique, qui s'apparente à de la recherche sociologique par moment. Pour ce faire, on voulait vous présenter quelques outils. Le premier qui semble le plus évident pour nous, c'est l'entretien. L'entretien qui peut être à la fois individuel, donc on va discuter, échanger, questionner un utilisateur futur ou un utilisateur actuel d'une solution existante pendant un temps donné avec une grille de questions pour comprendre finalement quels sont ses ressentis, quelles sont ses attentes face au futur projet ou au projet existant. Ou ça peut aussi se faire sous la forme de focus group, donc d'entretien à plusieurs où on va faire discuter ensemble les utilisateurs. Et Pierre, Là, il y a un exemple peut-être. On a travaillé sur un ERP, donc un logiciel qui permet à des commerciaux de gérer leurs affaires, les devis, voir les catalogues des différents fournisseurs. Avant de concevoir la nouvelle version, on est allé interroger des commerciaux pour bien comprendre leurs besoins, leurs enjeux, de quoi ils avaient besoin comme information, pour ne mettre que l'essentiel sur l'interface et pour pouvoir les guider, leur permettre d'avoir ce dont ils ont vraiment besoin. Et en fait, on s'est rendu compte que sur la version actuelle, en tout cas de l'ERP, il y avait une vraie difficulté pour afficher les différents produits avec les tarifs et ils préféraient en fait télécharger sur leur téléphone l'ensemble des catalogues des fournisseurs et utiliser les PDF en fait, des fournisseurs pour trouver les informations. Donc, quand ils devaient faire des devis avec leurs clients, c'était vraiment très compliqué puisqu'ils devaient aller chercher dans ces catalogues les produits spécifiques, trouver les prix et puis pouvoir faire leur calcul de devis. Donc, l'idée, c'était vraiment de transformer ce besoin-là dans l'interface pour qu'elle soit plus mobile et plus adaptée à leur situation de mobilité, puisqu'ils veulent faire ça en direct avec les clients un peu n'importe où, et aussi leur permettre de trouver directement les informations sur les produits dont ils ont besoin. On vous a présenté les entretiens, merci Pierre. Ce qui peut également être fait, c'est des tests utilisateurs. Donc, par test utilisateur, on entend mettre dans la main d'un utilisateur notre interface et voir comment il va réagir. Donc, ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est un processus qui est soumis à protocole. On va réaliser un protocole en amont pour bien définir une série de questions, l'interroger convenablement, le mettre en confiance, lui indiquer que ce n'est pas lui qui est testé, mais l'interface. On va observer tout au long du test utilisateur comment il va se comporter sur l'interface. Pour ça, on va lui proposer différents scénarios. On va lui proposer d'aboutir à un objectif avec l'interface et on va voir quels sont les moments de frustration, quels sont les moments de satisfaction, quels sont les moments où il va chercher une information qu'il ne trouve pas. Et on va essayer d'être le plus neutre possible pendant ce test et par contre de l'interroger en amont et en aval pour comprendre vraiment qu'est-ce qui l'a bloqué, qu'est-ce qui l'a frustré. Et on va noter aussi toutes ces micro-interactions, toutes ces micro-réactions plutôt, face à l'interface. Donc, c'est l'exemple, par exemple, qu'on a ici pour une application à destination des garagistes. Voilà, qui en fait s'adresse aux garagistes qui veulent faire réparer leur pont de levage, par exemple, quand il est cassé, trouver un intervenant rapidement pour pouvoir le réparer, parce que sinon ils sont en chômage technique. Donc là, on a testé un prototype d'application qui leur permet de trouver l'intervenant. Et là, l'intérêt du test, c'est vraiment de comprendre en contexte comment ça va se passer. Donc, déjà, le premier réflexe du garagiste quand il a un problème, c'est pas d'ouvrir son téléphone et de regarder l'application, c'est plutôt d'aller voir en fait sur le matériel, il y a des étiquettes collées avec le numéro du SAV, le numéro du fournisseur. Et ça, c'est son premier réflexe, c'est de regarder sur le matériel, numéro du fournisseur et éventuellement de l'appeler. Donc, si on veut pouvoir apporter une solution qui va finalement court-circuiter ce réflexe, c'est peut-être de mettre un QR code ou une étiquette aussi qui amène le garagiste à utiliser ça, à le voir directement, peut-être scanner le QR code et à trouver directement l'intervenant qualifié pour cette machine-là dans les environs.
Donc ça, c'était la première apprentissage qu'on a fait dans ce cas-là, mais aussi on a remarqué, voilà, pendant le test, on a vu que il y avait des éléments qui étaient mal placés, qui étaient difficiles à trouver, des boutons qui étaient trop petits pour ces gros doigts de garagiste, etc. Donc tout ça, on peut l'apprendre que si on est en contexte, dans l'environnement du quotidien de l'utilisateur, et ça nous permet vraiment de corriger les choses, d'améliorer pour la version future qu'on va pouvoir faire. Enfin, deux derniers outils, c'est l'immersion et l'observation. Alors, la différence qu'on fait entre immersion et observation, c'est que finalement, l'immersion, on va comme un jeu de rôle, on va se mettre dans la peau de l'utilisateur. Donc, on va passer du temps face à l'interface existante. On va comprendre le parcours vécu en le vivant nous-mêmes. Là où l'observation ou shadowing, c'est un autre nom pour la technique, on va essayer d'être le plus en retrait possible et le plus en observation, justement, sans interagir avec l'utilisateur. C'est ce qui a été fait dans le cadre dans ce contexte pour la Poste. Donc la Poste suisse qui souhaitait faire un système de suivi de certains paquets au niveau de la température. Pour, par exemple, des médicaments sensibles au changement de température ou des produits un peu sensibles à la température, de pouvoir avoir un capteur de température dans le paquet, de suivre en fait la température pendant tout le transport du paquet. Surtout dans les applications métiers, les logiciels, en fait, le contexte de travail des opérateurs ou des agents ou des collaborateurs est très important. Là, il s'agit vraiment de comprendre comment fonctionne le poste de travail des gens qui préparent les paquets pour pouvoir y intégrer la solution. Parce qu'à un moment, il faut pouvoir mettre le capteur dans le paquet, configurer ce capteur pour qu'il soit bien calibré, éventuellement récupérer le capteur suite à la livraison, etc. Donc, il faut vraiment comprendre en fait le contexte et pouvoir adapter la solution aux différents postes de travail de nos utilisateurs finaux. Et pour ça, en fait, il faut aller sur le terrain et ou tester soi-même, donc nous-mêmes en immersion, ou observer et voir, tiens, ici, on va pouvoir placer la tablette qui permet de configurer le capteur. Ici, on va pouvoir placer les capteurs et les recharger, les mettre dans le paquet, etc. Alors là, on a donné quelques exemples d'applications, mais c'est vrai que les outils du UX Designer qui se sont présentés, on les utilise dans une multitude de registres, aussi bien pour des outils pour aider à la mobilité que dans le milieu médical, des outils utilisés par des infirmiers, des pharmaciens ou autres, que pour des outils pédagogiques. On a vraiment déployé ce genre de méthode, ce genre d'approche dans un grand nombre de contextes. Et on serait heureux d'en discuter avec vous si vous le souhaitez par la suite. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on gagne à mettre en place ces approches? Là, on a pris un exemple qui s'appelle logiciel Emma. Donc, c'est un logiciel qu'on a mis en place pour des communautés Emmaüs, notamment pour la communauté Emmaüs Chervillers. Depuis, il est utilisé dans d'autres Emmaüs. Donc, c'est un logiciel qui permet de gérer des ramassages de dons. Donc, lorsqu'une personne veut donner un meuble, un carton de vaisselle, des vêtements à Emmaüs, auparavant, il passait un coup de fil. Cette personne passait un coup de fil et tombait sur un secrétariat qui notait sur un outil les demandes et qui essayait de trouver un créneau dans un calendrier comme il pouvait. Et donc, Emmaüs Chervillers a fait appel à nous pour améliorer tout ce parcours et pour concevoir des nouveaux outils pour faire gagner du temps aux personnes de la communauté, donc salariés ou personnes dans la communauté, dans leur quotidien. Et donc, on a procédé en plusieurs temps et avec plusieurs des approches citées au-dessus. Par exemple, on a fait un temps d'observation d'une tournée auprès des transporteurs pour voir comment ils vont dans les camions récupérer les meubles, les cartons, comment ils vont demander aux personnes de signer les documents, quels outils ils vont utiliser pour se localiser, pour attester du fait qu'ils ont récupéré le bon matériel, pour vérifier tout ça. On a également fait des temps d'entretien avec des personnes au sein de la communauté pour voir comment eux, ils vivaient ce parcours, ce quotidien. Et on a suivi aussi un temps
une secrétaire donc, qui a pris une série d'appels, qui a sorti ses registres, qui a complété comme elle pouvait, qui a mis sa carte au mur pour définir où était qui. Et par la suite, donc, tout ce matériel, on s'en est servi pour animer des ateliers de co-conception avec ces personnes de la communauté, donc en les impliquant pour dessiner le futur outil. Et au final, on a créé une application pour les transporteurs, les personnes dans la flotte de camions, un outil back pour les secrétaires et pour d'autres personnes au sein de la communauté, et un site à destination des personnes qui veulent faire un don. Et donc, ces outils mis en commun ont permis aux salariés et aux membres de la communauté de gagner un jour de travail par semaine, ce qui n'est pas rien. Ce qui leur permet de se concentrer sur d'autres choses, à accompagner plus, et éventuellement de proposer des nouveaux services. Alors voilà un exemple de bénéfice de réduction du temps qui peut souvent arriver quand on a cette approche. Un autre exemple, c'est McAfee, qui est éditeur de logiciels qui a un antivirus. Je ne sais pas si vous connaissez, il est assez connu. En fait, ils avaient leur antivirus et ils avaient beaucoup de retours clients, ils avaient beaucoup de problématiques en fait en termes d'ergonomie. Ils ont fait des tests utilisateurs, donc toute une série de tests utilisateurs, et à partir de ces tests, ils ont fait des modifications sur leur interface et ils ont réduit de 90% le coût de support logiciel. Donc les gens en fait n'ont plus besoin maintenant d'appeler le support pour savoir comment utiliser telle fonctionnalité de l'antivirus, parce qu'ils ont compris ces problématiques, corrigé ces problématiques et permis aux utilisateurs de se débrouiller tout seuls sans devoir appeler le support, ce qui finalement fait gagner beaucoup de temps à McAfee. Donc finalement, comment on intègre un UX designer dans un projet? Donc, on voulait vous présenter finalement deux principes pour faire intervenir un UX designer. Soit un accompagnement, donc un accompagnement global sur l'ensemble d'un projet, donc à partir du moment où le projet est de l'ordre de l'idée ou évoqué. Quand on a identifié la problématique et qu'on veut la corriger finalement, jusqu'à un lancement, une mise en ligne du projet. Donc, avec plein de phases possibles qui vont de la conception, la co-conception, à des tests en cours de réalisation, avec donc vraiment un suivi, un accompagnement tout au long du projet. On peut aussi l'identifier sur juste une partie de ce projet pour l'effort de co-conception, par exemple. Co-conception, entre parenthèses, dont on aurait pu parler pendant des heures entières et dont on fera peut-être un autre webinaire. Bon, juste pour expliquer que ce qu'on entend par co-conception pour un UX designer, c'est une succession de phases de prototypage, de conception, de prototypage et de test. Et on va progressivement valider nos choix. On va proposer un premier petit bout, on va le valider auprès de l'utilisateur, on va construire sur cette première base des prototypes, on va les valider, ainsi de suite, et c'est un système itératif pour s'assurer que l'utilisateur valide bien nos choix et que le projet va dans le bon sens. Donc ça, c'est l'accompagnement. Donc c'est un accompagnement sur l'ensemble du projet ou des étapes du projet. Une autre forme, et en fait, vous voyez aussi dans cet accompagnement, il y a à la fois l'approche objective et l'approche subjective, puisqu'il y a des moments où on va voir les utilisateurs finaux et des moments où on fait appel finalement à notre expertise. Une autre forme d'intervention, finalement, c'est le fait de demander à un UX designer de challenger un projet. C'est ce qu'on fait de plus en plus. Donc, c'est des projets qui sont en cours de réalisation où finalement des équipes projets se rendent compte qu'il y a des blocages, soit au niveau du développement, soit qui se posent des questions sur la finalité de l'outil, est-ce qu'il va bien être pris en main, est-ce qu'il va bien être compris, est-ce qu'il a du sens pour les utilisateurs. Et donc, on va pouvoir proposer des tests, donc, comme cité au-dessus, et en parallèle des audits ergonomiques. Donc, ça peut être des choses très ponctuelles, en fait, à un moment clé de la vie du projet où on a envie de faire les bons choix et de ne pas se tromper, de ne pas aller dans une direction qui va nous faire perdre du temps. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser les bonnes questions, remettre en question le problème et puis corriger éventuellement. Donc, c'est un petit peu les deux principes
d'intervention qu'on envisage sur un projet numérique. Donc, si on regarde de nouveau nos problématiques, on a le fait qu'on ait des évolutions qui soient non pertinentes. Ça devrait plus arriver puisqu'on va valider le besoin en amont avec des interviews, avec une bonne compréhension des enjeux et avec cette approche systémique qui permet vraiment de comprendre tout ce que ça englobe et justement de faire les bons choix. Les mauvais retours clients, si on a une approche en termes d'ergonomie d'interface, en termes d'expertise, afin que l'interface soit utilisable surtout et agréable, en théorie, on a moins en tout cas de retours clients, de mauvais retours clients. Ce qui fait finalement, comme on sait où on va et qu'on a moins de problèmes de gestion en termes de maintenance et de support à accorder, nos développeurs ils peuvent se concentrer sur l'essentiel et on peut avoir des cycles de développement qui sont moins longs et qui permettent de faire évoluer un produit plus rapidement. Et aussi, on a moins besoin d'avoir des ressources qui sont utilisées pour du support ou de la maintenance. Et c'est pour ça qu'on a appelé donc, notre webinaire UX Designer Rescousse. On espère qu'on vous aura appris certaines choses. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. Nous sommes ouverts à toute question. Et on est friand de vos retours éventuels. On a mis un QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone éventuellement pour répondre à quelques questions qui nous aideront à savoir comment vous avez trouvé ça. Alors évidemment, on n'est pas rentré dans le détail de chaque phase, de chaque outil, mais voilà, c'était vraiment un petit aperçu de ces deux approches qui permettent de traiter le sujet des logiciels et applications métiers.